Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être si nombreux pour cette nouvelle Math Academy avec Jean-Philippe et Eric. Merci à vous en tout cas d'être là pour intervenir sur ce sujet GitLab, sur l'intégration de GitLab et Kubernetes. Avant de commencer, je veux bien faire un petit check son et image. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous voyez bien nos écrans? Eric, Jean-Philippe, si vous pouvez dire un petit mot. Bonjour tout le monde. Hello, bonjour tout le monde. Ça m'a l'air d'être bon. Ça va l'air d'être bon. Super. Enchanté tout le monde. Moi, je suis Chloé. Je travaille dans l'équipe Community chez Malte, qui est en charge de l'accompagnement et de l'animation freelance. J'aide notamment à la coordination des Math Academies comme aujourd'hui. Et donc, ce sera, comme j'ai dit, Eric et Jean-Philippe qui viendront nous parler de l'intégration GitLab et Kubernetes. Et donc, ils nous font l'honneur de participer à cette Math Academy. Donc, en attendant que tout le monde se connaisse, je vais faire une rapide présentation de ce que c'est que la Math Academy et puis plus largement de maths, pour ceux qui connaissent peut-être pas. Les Math Academy, en fait, c'est des formations, des talks d'environ 1 heure qu'on propose aux freelances de notre communauté pour se former, pour découvrir divers sujets et pour que vous puissiez avoir un accès à une formation et des talks rapides. Et pour rappel, Malte, c'est une plateforme qui met en relation des freelances et des clients partout en France, mais aussi en Europe. On est notamment en Espagne, en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas plus récemment. Et on a la chance de collaborer avec la plus grande communauté de freelance. On rassemble plus de 320 000 freelances aujourd'hui partout en Europe. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Et on travaille avec plus de 90 000 clients aussi partout en France. Donc, divers types de clients. Ça peut être on travaille avec 80% du CAC 40, mais on travaille aussi avec des TPE, des PME, des startups, des organismes publics. Donc, si vous êtes freelance ou que vous pensez à devenir, n'hésitez pas à venir jeter un coup d'œil sur Malte. On a plein de nouvelles opportunités, notamment liées au DevOps, qui pourraient vous intéresser. Donc, voilà pour cette partie présentation de Malte. Je vais maintenant laisser la parole à Jean-Philippe et à Eric. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions qui est en bas à droite, juste à côté de l'onglet chat, pour que Jean-Philippe et Eric puissent répondre à vos questions plus rapidement à la fin de la séance. Et puis, si vous voulez interagir dans le chat, surtout, n'hésitez pas également. Et sur ce, je vais vous laisser la parole. Merci encore pour votre intervention et puis bonne Math Academy à tous. Alors, bonjour à tous. Donc voilà, là il y a notre slide. Donc là, pendant cette Math Academy, on va vous parler de GitLab et de Kubernetes, mais surtout l'intégration qu'on peut avoir dans GitLab. Avant ça, on va se présenter rapidement. Jean-Philippe Baconnet, je suis consultant développeur chez Zenica à Nantes. Je suis partie du programme des GitLab Heroes et j'aide à l'organisation des Human Talk pour ceux qui connaissent. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Eric Briand, je suis directeur technique à Zenica, donc à l'agence de Nantes. J'ai aussi le titre de Google Developer Expert, donc c'est parce que j'aime beaucoup l'aspect cloud, et je suis co-organisateur aussi du meetup CNCF à Nantes. On va faire un petit rappel sur ce que c'est GitLab, ce que c'est cette plateforme DevOps. C'est un produit qui a été créé en 2011, donc l'année dernière, on a fêté les 10 ans. Ce produit est assez réputé dans la communauté open source. Ils font pas mal d'aides pour contribuer à ce projet-là et répondre justement aux besoins des utilisateurs. D'ailleurs, en ce moment, il y a même un hackathon qui a lieu pendant 3 jours, pour vous donner une idée, si ça vous intéresse. Et tous les 22 de chaque mois, ils font une release. Et aujourd'hui, on est le 22, donc peut-être que l'effet démo va subir quelques changements en live. Normalement, c'est bon, mais on ne sait jamais. Quand on parle de plateforme, on pense à ce 8. Je pense que vous avez déjà dû en entendre parler. L'objectif, en 2-3 mots, c'est vraiment de gérer notre projet de A à Z, que ce soit de la conception du projet à sa livraison, à son déploiement sur des environnements et aussi à son monitoring, le tout avec une couche de sécurité qui est quand même assez importante. Donc au départ, GitLab, c'était vraiment une plateforme de gestion de sources comme on peut connaître, mais au fur des années, elle a poussé quand même la partie plateforme DevOps assez loin. Sur le site de GitLab, on peut retrouver ce tableau. Ça permet de voir les différentes étapes DevOps.
et les différentes actions qui sont réalisées. Donc voilà, donc clairement, GitLab est capable de réaliser un peu tous ces mots-clés. Alors bien sûr, ils ont fait un autre schéma qui mentionne des applications qu'on peut connaître en dehors de GitLab. Mais là, c'est pas le but, mais bon, voilà. En fait, c'est une plateforme qui est super complète. Et nous, aujourd'hui, on va faire un petit focus sur la partie monitoring, donc l'avant-dernière colonne à droite, pour voir un peu ce qui se passe quand on monitore un cluster Kubernetes. Donc, comme dit Jean-Philippe, du coup, l'idée, c'est GitLab est déjà une très grande plateforme où on fait beaucoup de choses. L'idée aussi de GitLab, c'est pas de réinventer la roue pour n'importe quelle partie. Et typiquement, voilà, tout ce qui est l'aspect hébergement, run des applications, l'idée, c'est de s'intégrer avec Kubernetes, qui est une plateforme maintenant très utilisée. Vas-y, je te laisse passer le slide suivant. Voilà. Donc, petit rappel quand même de Kubernetes, pour les personnes qui ne connaîtraient pas forcément. Kubernetes, c'est ce qu'on appelle un orchestrateur de conteneurs applicatifs. L'idée, ça va être de vraiment pouvoir facilement gérer des conteneurs. C'est une plateforme qui est aussi open source, comme GitLab, donc la 1.0 à date il y a presque 7 ans maintenant. Et c'est donc un projet qui est géré par la Cloud Native Computing Foundation, donc CNCF. Souvent, à la base, les gens associent Kubernetes à Google. Effectivement, c'était un projet Google à la base, mais qui a été donné à cette fondation, donc, qui est une fondation fille de la fondation Linux. Et l'idée, pourquoi c'est intéressant d'avoir une fondation derrière Kubernetes, c'est que les évolutions en fait, du produit ne vont pas juste répondre aux besoins de Google, ils vont répondre aussi aux besoins de Red Hat, de Microsoft, de IBM, de VMware, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est d'avoir, via cette fondation, un lead technique sur le projet, mais qui fait avancer le produit et pas juste les problématiques d'une seule entreprise. Et c'est pour ça, du coup, que, comme c'était marqué, c'est devenu plus ou moins une sorte de standard de facto, en fait, maintenant. Effectivement, il y avait d'autres orchestrateurs. Voilà. Un orchestrateur, du coup, c'est quoi, en fait? L'idée d'un orchestrateur, ça va être de pouvoir gérer facilement un ensemble de machines, physiques ou virtuelles, comme un ensemble de ressources. L'idée, c'est que j'ai 3 serveurs ou que j'en ai 300, je ferai exactement les mêmes actions pour pouvoir déployer mes applications. L'intérêt aussi du coup du conteneur applicatif, c'est qu'on peut avoir plein de machines physiques ou virtuelles qu'on appelle des nœuds, et dessus on n'a pas besoin d'installer par exemple du Java, du Ruby, du Python, je ne sais pas quoi comme runtime encore. Il suffit juste de dire je déploie mon application, et dans le conteneur applicatif, il y aura tout ce qu'il faut pour que votre application démarre. Donc l'intérêt, voilà, c'est de gérer aussi, je veux déployer mon application, et automatiquement, Kubernetes le déploiera sur le nœud le plus adéquat, sans autre installation. Hop, vas-y. Ça arrive. Non, il y a une petite latence, c'est vrai. Et donc, voilà pourquoi on est là, on pourra en parler aujourd'hui. L'idée aussi, c'est que qu'il y ait effectivement une intégration entre GitLab et Kubernetes. Donc, l'une des premières, ça va être le fait de pouvoir faire tourner la plateforme d'intégration continue GitLab CI sur du Kubernetes. Et donc l'intérêt en fait de faire ça, déjà c'est pris en charge par GitLab, dans le sens où voilà, Jean-Philippe vous montrera un peu les intégrations. Et aussi l'intérêt c'est d'avoir des runners. Ce qu'on appelle les runners, c'est ce qui va permettre d'exécuter vos étapes de build, de packaging, de testing, de linting, etc., mais directement sur un cluster Kubernetes. Donc encore une fois, l'avantage c'est qu'on va pouvoir utiliser la souplesse de Kubernetes pour faire tourner autant de runners, d'exécutions nécessaires pour votre intégration continue. Et aussi, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on va pouvoir directement gérer les déploiements depuis Kubernetes pour aller dans Kubernetes. Alors du coup, se connecter à Kubernetes, là, on commence déjà à avoir plusieurs manières de faire. Soit on va utiliser une image de conteneur applicatif un peu générique, comme par exemple kubectl, qui est l'outil en ligne de commande de Kubernetes, et on va lui donner une config. Soit on va utiliser plus des images de cloud provider, soit on va utiliser des outils plus dans la mouvance GitOps, qu'on en reparlera tout à l'heure, ou soit carrément, en fait, quand on est dans Kubernetes, on peut directement dire au runner d'interagir avec l'API Kubernetes, il est censé avoir directement les informations qu'il faut pour pouvoir le faire. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que même s'il y a déjà
une intégration, en fait, voilà, il y a plusieurs manières de faire, c'est relativement souple. Du coup, pour la suite, ce que va montrer Jean-Philippe, il y a aussi d'autres notions que Kubernetes. Donc, par exemple, la première, ça va être ce qu'on appelle Helm. Bon, vas-y, hop. Il y a une petite latence sur les slides. Ça arrive. Voilà. Voilà. Ah non, alors c'est pas Helm en premier. Un petit mécanisme en fait à comprendre dans Kubernetes, on ne va pas faire une présentation Kubernetes, ça serait trop long, mais il y a un petit principe quand même à comprendre, c'est que l'idée des orchestrateurs de manière générale de Kubernetes ici, c'est de pouvoir gérer donc des ressources à l'échelle. On veut gérer des ressources à l'échelle, donc gérer aussi bien 30 que 300 applications par exemple, on va s'appuyer sur un mécanisme qu'on appelle les labels. Les labels, en fait, ça va être des sortes d'étiquettes qu'on va mettre sur de différentes ressources qui va permettre de qualifier une ressource, de catégoriser une ressource. Par exemple, voilà, ça c'est une application de type base de données qui appartient à la stack user, par exemple. Et grâce à ces labels, en fait, derrière, on va avoir un mécanisme qu'on appelle les selectors. Donc l'idée, c'est que grâce au label, on va pouvoir sélectionner des ressources. Et grâce à ce mécanisme, en fait, on va pouvoir le faire, encore une fois, à l'échelle. En plus des labels, du coup, on a ce qu'on appelle les annotations. Là, les annotations, ça va être rajouter des données sur une ressource. Ça ne sera pas requêtable via des sélecteurs, mais par contre, l'intérêt, c'est d'avoir des outils qui vont s'en servir. Et comme, du coup, là, l'idée, GitLab va pouvoir détecter des ressources spécifiques dans Kubernetes grâce aux annotations. Et donc, une annotation dans Kubernetes, c'est ni plus ni moins qu'une clé et une valeur. Et c'est un peu relativement souple. Il y a un petit formalisme à respecter au niveau de la clé. La valeur, du moment où vous ne mettez pas du binaire, vous pouvez mettre pas mal de texte dedans. Et donc ça va permettre à GitLab, du coup, d'interagir automatiquement avec le cluster. L'autre chose que, du coup, GitLab, un autre produit sur lequel GitLab va s'appuyer pour s'intégrer avec Kubernetes, ce qu'on appelle Helm. Helm, pour la faire très courte, c'est un package manager pour Kubernetes. C'est aussi un projet qui est géré par la même fondation, donc la CNCF. Ce n'était pas le cas à la base. Il y a eu un moment où ça a été racheté par Microsoft et qu'ils l'ont donné à la fondation. Et l'idée, du coup, de Helm, c'est en une commande de déployer une application qui pourrait être potentiellement avec plein de ressources différentes dans Kubernetes. Donc, c'est vraiment un peu comme on fait sur un système Linux, Mac, même Windows maintenant. Par exemple, sur Mac, on fait brew, install, curl, par exemple. Et même s'il y a plein de dépendances, même s'il faut faire des liens symboliques, etc., ça se fait en une commande. Et bien là, Helm, ce sera pareil. C'est Helm install Elasticsearch, et hop, ça nous installe Elasticsearch. Et du coup, le vocabulaire, un package Helm, en fait, ce qu'on appelle un chart. Et donc, dans le chart, ce qu'on va retrouver, en fait, toutes les définitions de ressources Kubernetes pour que notre outil soit déployé. Donc ça, l'intérêt, c'est grâce à cet outil, en fait, on masque un peu la complexité de déploiement sur Kubernetes potentiellement. Et donc, Helm peut être utilisé de différentes manières, et donc là, GitLab, ils vont utiliser un produit qui s'appelle Helmfile, qui va permettre de décrire quels sont les charts que l'on veut déployer, et les valeurs pour valoriser les templates, donc la configuration en fait, de nos applications. Donc ça va être beaucoup de YAML, c'est beaucoup de YAML, mais bon, on est dans le monde Kubernetes, c'est normal. Donc là, comment se fait l'intégration Kubernetes? En fait, il y a deux options possibles. Soit par l'intégration d'un certificat ou l'utilisation d'un agent. Alors, la solution du certificat, elle est dépréciée depuis la version 14.5. Donc là, on est en 14.7 et on devrait basculer aujourd'hui en 14.8. Et d'après un petit message visible sur GitLab, cette solution devrait être supprimée au mois de mai lors de la version 15.0. Sachant que, peut-être qu'elle va perdurer, mais entre guillemets, il pousse vraiment à basculer sur cette solution de l'agent. Mais on va quand même vous parler de la première solution. Cette solution, je l'avais testée déjà en 2019, où moi, en tant que dev, consultant uniquement Kubernetes et ne maîtrisant pas son installation, ça paraissait simple, très simple. C'était vraiment très simple pour ce que je voulais mettre en place. Alors, c'est sûr que c'était un périmètre de test de POC. Je voulais livrer des API, il y en avait plusieurs, sur un cluster Kube. L'infra était public.
J'avais aucune vocation à faire de l'argent là-dessus. C'était un projet perso, hein, clairement, que j'avais déployé dessus. En tout cas, j'avais réussi à faire des choses très sympas. Et ce qui était pas mal, on verra tout à l'heure, c'est qu'on peut voir l'état de santé des clusters sans aucune action. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'aller me connecter sur le cluster que j'avais créé pour avoir des infos. Et moi, ça me convenait très bien parce que j'avais des personnes qui, de temps en temps, se connectaient sur le cluster. Et je surveillais quand même que tout n'allait pas exploser, même s'il n'y avait aucun risque. C'était de la famille, il n'y a pas de souci. Alors, comment ça marche? Hop. En fait, on va avoir directement dans l'interface GitLab un menu qui va permettre de créer un cluster directement. Alors, quand on va créer le cluster, on va pouvoir le créer sur 2 providers, soit Amazon, soit GKE. Dans ce cas-là, ça se fait très simple. Je vous montrerai ça en détail, donc je vais passer vite sur les screens. Mais en gros, on va saisir les infos de notre cluster, la configuration de base, et derrière, GitLab s'occupe de créer le cluster et de faire le lien justement entre votre projet GitLab et votre cluster. Si jamais vous avez déjà un cluster existant, c'est aussi possible. Alors là, du coup, qui dit cluster existant dit n'importe quel provider, dans le cas où après, il faut renseigner les différents éléments de sécurité, notamment les certificats. Mais après, voilà, ça laisse place à d'autres providers plus ou moins connus, etc. Enfin, faites vraiment ce que vous voulez. Et à partir de là, justement, on va voir votre déclaration de cluster et à partir de là, on va voir directement des premières infos comme les CPU, etc. Donc là, on voit vraiment que l'intégration, que le sens de plateforme DevOps commence à prendre son sens parce que sans quitter GitLab, on peut voir des infos de cube. Et sur la partie basse de l'écran, vous pouvez voir qu'on a la notion d'environnement GitLab. Donc c'est vraiment une entité qu'on déclare dans nos pipelines. J'expliquerai tout à l'heure plus en détail. Où là, la notion d'annotation commence à apparaître et ça permet de voir comment GitLab un peu fonctionne aussi. C'est-à-dire que dans votre fichier de configuration d'application, il va falloir respecter des annotations que GitLab vous préconise, vous force à savoir si vous voulez avoir les informations utiles. Voilà, il mentionne ici avec 2 variables, etc. Donc comment ça se représente? Ça se représente tout simplement avec ce genre d'éléments. Donc ça va être votre nom de projet, votre nom d'environnement. Bon, voilà, ça va être quelque chose d'assez sympa. On va vous montrer tout à l'heure. Et là, dans le screen en haut, on voit notre pod, l'état de santé de notre pod. Donc là, ma configuration était un seul pod, ce qui permet de voir que tout allait bien, etc. Et ce qui est plutôt sympa aussi, c'est que derrière, cette application elle génère des logs. Et sans quitter GitLab, je peux aller voir les logs aussi. Quelque chose qui est très sympa. Dans la configuration du cluster, ce qu'on a découvert en préparant cette conf, c'est que l'intégration de Prometheus, donc qui permet vraiment de restituer les informations à GitLab, en fait, il fallait la faire à la main. Donc là, une petite install Prometheus. Donc là, voilà, c'est là où on commence à voir que cette solution, elle est dépréciée, mais on pousse grandement à basculer sur l'autre solution. Mais si on l'installe rapidement, Prometheus sur notre cluster cube, derrière, on va pouvoir avoir des métriques qui vont remonter comme le CPU, l'usage. Donc ça peut être important et pratique si on a des problèmes en production pour aller voir rapidement ce qui se passe. Alors, pourquoi cette intégration, elle est dépréciée? J'ai dit que c'était super simple, surtout pour les devs, de faire ce genre de choses. Il y a déjà un point de vue sécurité. L'accès direct à l'API posait des soucis en termes de sécurité, donc c'était quand même quelque chose qui n'était pas terrible. Et il y avait beaucoup d'issues qui étaient remontées aux équipes de GitLab. Donc bon, ils ont dû faire pas mal de corrections, mais bon, ils ont vu qu'il y avait toujours un flow qui remontait. Un flow qui remontait aussi parce que la configuration, elle n'était pas forcément très flexible. Donc ils ont décidé de voir un peu autrement. Alors même si cette solution est dépréciée, je vais quand même vous faire une démonstration de ce qui est possible. Donc je vais recouper le partage d'écran, le réactiver. Et normalement, vous devez voir mon écran. Donc là, comment ça va se passer? Alors vous me dites si c'est pas assez zoomé, je peux. Je vais rajouter un petit peu.
Je vais essayer de regarder le chat en même temps. Bien, donc là, bien. C'est bien. Ok, merci. Donc là, dans la partie infrastructure Kubernetes Cluster, on a deux façons de faire. Donc on voit bien les deux solutions que j'ai évoquées tout à l'heure. Nous, on va s'occuper de la partie certificat. Donc là, pour aller plus vite, pour éviter d'attendre la création du cluster, j'ai déjà fait en amont. Mais comment je l'ai créé? En fait, c'est tout simple. On peut créer un nouveau cluster. Je vais vous remontrer la manip. On se reconnecte à notre provider. Donc là, nous, on est en GKE. Je choisis mon compte. Et à partir de là, en fait, je vais pouvoir donner le nom du cluster. On peut mettre ce qu'on veut. On va choisir notre projet GCP. Donc là, nous, on avait créé un projet pour ça. Et derrière, on va pouvoir choisir la zone, le nombre de nodes, le type de machine. On peut même activer Cloud Run si on veut. Et derrière, on a juste à cliquer sur ce bouton-là. Derrière, comme je l'ai montré tout à l'heure, on voit que notre cluster il est bien lié à notre infra GitLab. On peut voir la consommation CPU, le nombre de gigas, etc. Donc, pour le moment, tout va bien. Derrière, on va pouvoir quand même faire quelques modifs si on veut. Si on veut modifier le nom des clusters, toucher les clés de sécurité, on peut aussi. Donc la création de clusters peut être modifiée par la suite. Quand on clique sur l'état de santé, donc là, vous voyez, il y a plein de messages warning, rouge, en disant attention, il y a des erreurs. Donc là, je ne sais pas d'où vient l'erreur, mais il y en a une cachée quelque part. On nous dit bien que ça va être supprimé. Donc le fait que l'intégration Prometheus soit faite à la main, c'est lié à ce message. En fait, ils expliquent que depuis la 14.0, le One-Click Application Management, comme ils expliquent, a été supprimé. Donc c'est pour ça que l'install Prometheus est à faire. En tout cas, sur notre pod, sur notre cluster, on peut voir son état de santé. Donc je l'ai démarré hier. Donc on peut voir un peu l'état d'usage. Donc voilà, des infos quand même importantes. En tant que développeur, souvent quand on nous demande d'aller voir des problèmes en prod, il faut se connecter à différents outils. En plus, parfois on n'a pas accès. Donc là, tout est à dispo, c'est quand même assez sympa. Dans la partie intégration, c'est ce que je vous montrais, on peut activer Prometheus. Donc là, en fait, ça ne fait pas grand-chose. Ça permet juste de dire à notre projet d'aller récupérer les infos sur le cluster, mais pas d'installer Prometheus. Je suppose la même chose pour Elastic. À vrai dire, je ne l'ai pas testé. Ce n'était pas le but. Et dans la partie avancée, on peut changer, on peut supprimer le cache de cluster. Donc à partir de là, on peut quand même faire des actions sur notre cluster sans se connecter. Quand même plutôt sympa. Au niveau de la CI/CD, en fait, c'est quelque chose de très simple. On va utiliser une image GCP dans laquelle on va faire des différentes choses. Donc là, pour le test, on va se concentrer sur cette partie-là. C'est une action qui est manuelle, c'est vraiment juste pour la démo où en fait je vais vérifier les éléments, enfin les pods de mon cluster. Bon, pas grande utilité, mais on voit là la connexion avec justement le cluster. Et il y a plusieurs variables qui sont initialisées lors de la construction du lien entre Cube et GitLab. Et derrière, on peut s'amuser à aller effectuer des actions ou appliquer carrément des fichiers YAML Cube pour pouvoir installer des applications. Donc là, clairement, c'est ce que j'avais fait. J'avais mon projet, le descripteur YAML qui contient un service, un déploiement, donc c'est simplement une simple API. Il y a les annotations qui vont bien, sinon de toute façon, on ne verrait pas les informations remontées que je vais vous montrer tout à l'heure. Et à partir de là, on peut juste appliquer notre fichier. Petite subtilité, il y a de la conf cube qui est faite pour appliquer le cube config. Là, c'est une variable. Normalement, c'est alimenté. Donc là, c'est là où c'est un peu tordu, mais bon, voilà. J'ai remis un cube config dans les variables de mon projet pour être sûr. Et c'est comme ça que derrière, j'ai initialisé d'ailleurs Prometheus ou même déployé un secret vu que l'image allait sur un repo privé. Donc à partir de là, mon cluster, je le gère totalement avec mon pipeline et c'est quand même assez simple. En tant que dev, on n'a pas besoin de se prendre la tête avec des installations de certificats ou autres trucs qui me dépasseraient. À partir de là, donc ce que je vous disais tout à l'heure, dans mon pipeline, j'ai défini des environnements. Et en fait, dans GitLab, on peut les voir. Donc là, il s'appelle production GCP. On peut voir que mon pipeline était OK, que mon dernier commit, c'était de tout à l'heure. Et on peut voir qu'on a un nombre de pods qui tournent. Mon déploiement, il est complet. Le pod, j'ai son petit nom, il est running. Ça peut toujours être une information quand on a plusieurs pods
de s'assurer que tout le monde va bien. C'est quand même quelque chose d'important. Donc là, la partie monitoring, alors là, je vous avoue que ce n'est pas une partie qui va marcher du tonnerre. Et je ne vais pas forcément chercher pourquoi. Là, on voit que ça mouline un peu. En fait, par défaut, dans les projets, on a 2 dashboards disponibles. Il y en a un qui permet de voir l'état des pods. Là, il me semble que ça mouline aussi, je crois. Voilà. Bon, vu les messages d'erreur et vu que c'est une solution dépréciée, ça ne sert à rien de créer des issues. Je pourrais vous mettre en lien l'article que j'avais fait en 2019 où ça marchait tout seul. Donc, c'était assez sympa. Par contre, il y a les logs qui fonctionnent bien. C'est-à-dire que là, il va aller récupérer notre environnement GCP. Il va voir le pod. Donc, le pod fonctionnel, c'est le seul que j'ai déclaré. Et là, en fait, on peut voir des logs que j'avais générés exprès. Donc là, c'est pareil, hein, en tant que dev, aller voir les logs en prod peut être très utile. Et le fait de passer par cette solution, et voilà, on gagne du temps et ça nous évite d'autres choses. Après, il y a d'autres parties, je ne vais pas en parler, le tracing, l'error tracking, parce qu'en fait, c'est lié à des applications externes de GitLab, mais qui sont quand même intégrées. Je ne sais pas si vous savez, mais GitLab a quand même un panel d'intégration avec des outils assez importantes, par exemple pour récupérer des infos Sentry, etc. Donc on verra ça tout à l'heure, mais on peut faire encore plein de choses pour vraiment, dès que notre niveau d'erreur atteint les limites, créer automatiquement des issues dans notre projet. Ça peut être des choses vraiment sympas à gérer. Je ne sais pas s'il y a des premières questions sur cette partie. Je n'en ai pas vu dans le chat. Par contre, il y a plusieurs personnes qui insistent sur est-ce que ce sera rediffusé. Il me semble que oui. Et on pourra mettre à jour, à disposition, bien sûr, les slides. Alors, si on retourne sur la présentation. Hop. Maintenant, on va parler de l'agent Kubernetes. Hop, pardon, je ne bouge plus. Donc, sur cette partie, il y a quand même beaucoup d'avantages. C'est une solution qui est assez rapide à mettre en place, qui est assez simple aussi, et qui permet d'avoir déjà plus de sécurité par rapport à la première solution et aussi de la scalabilité. Notre cluster, on va vraiment pouvoir le créer en mode as-code, c'est-à-dire, enfin on le verra tout à l'heure, mais GitLab préconise d'avoir vraiment la configuration du cluster dans un projet à part de l'application. Comme ça, au niveau des droits, on va pouvoir séparer vraiment la partie administrateur ou Ops, SRE, et la partie vraiment développeur qui ne va pas exploser le cluster suite à une mauvaise manip. Il faut savoir que c'est quelque chose qui a été initié il n'y a pas si longtemps que ça, en septembre 2020, et qui est en constante évolution. C'est pour ça que la démo tout à l'heure sera un peu raccourcie. À partir de là, l'agent va être capable de vérifier plusieurs manifestes pour pouvoir avoir plusieurs configurations de projets, ou si on est dans des projets vraiment conséquents, de bien découper les manifestes pour plusieurs raisons d'ailleurs. Et ça rentre un peu dans l'aspect GitOps. Donc là, GitOps, on va faire une petite parenthèse sur cette partie-là. Eric, tu y vas ou tu y as? Ouais, si tu veux. Ouais. Vas-y, affiche le contenu du slide. Voilà. Donc GitOps, pareil, petit rappel, si vous ne connaissez pas, c'est un mot maintenant qui est un peu populaire. Hein, des fois, on va l'utiliser un peu comme DevOps à tort. En gros, le principe de GitOps, il y en a plusieurs, mais on va dire que celui qu'il faut vraiment retenir, GitOps, ça veut dire que Git est la seule source de vérité, dans le sens où si vous modifiez, par exemple, quelque chose côté Kubernetes, en fait, ça ne va pas être quelque chose de pérenne, ça va potentiellement même être effacé. L'idée, c'est toute modification, toute altération de l'état doit être fait sur Git en premier. Et après, l'idée, c'est en utilisant par exemple comme des produits comme Flux ou Argo CD, l'idée, c'est d'avoir un agent, donc un peu comme l'agent GitLab, et un agent donc, dans le cluster Kubernetes, et c'est cet agent-là qui va récupérer les modifications et synchroniser l'état du cluster. Donc on va vraiment être dans une politique de pull plutôt que de push.
Voilà, habituellement, on a une CI qui va pousser ces modifications sur le cluster. Là, l'idée, c'est le cluster qui va récupérer la configuration, l'état qu'il doit avoir. Et donc, c'est pour ça que vraiment, on stocke vraiment tout ce qu'il faut dans Git pour que derrière, on ait notre cluster ou une sous-partie du cluster dans l'état que l'on veut et qui soit intégralement synchronisé avec Git. Après, il y a d'autres principes, mais bon, l'idée principale de GitOps, c'est ça. Je suis en train de répondre à une première question sur les slides. Alors, l'agent Kubernetes, comment il fonctionne et ça va répondre à une première question. Donc, effectivement, l'agent, on va pouvoir l'installer sur notre cluster. Et si jamais on a une application qui tourne sur plusieurs clusters, il va falloir l'installer sur tous les clusters. Parce que derrière, ça va créer un pont réseau entre votre cluster et l'infra GitLab, donc avec du gRPC. Et puis derrière, sur le schéma, il parle de 2 autres outils, mais ça, c'est des outils internes à GitLab. Mais en gros, oui, ça va créer un pont réseau, donc il va vraiment falloir le faire. Comment ça se passe? Là, pour nous aider, clairement, GitLab a mis en place un template qui est en cours d'évolution. Il y a des issues dessus. J'en ai vu qu'il y en avait pas mal tout à l'heure. Nous, on a des choses à leur faire remonter, d'ailleurs. Donc, on va le faire dès que possible. Donc, ce template, en fait, va vous permettre d'avoir une première configuration et avoir des liens qui permettent de faire tout ça. Alors... Là, j'ai mis que le cluster a été créé directement dans GKE ou dans votre provider. Là, c'est vraiment ce qu'on a fait pour notre démo. Par contre, rien ne vous empêche quand même d'avoir votre projet pour vraiment avoir de l'infra as code qui crée votre cluster. C'est possible. Là, dans la démo, je l'ai créé à la main. Derrière, on va s'amuser à créer un agent dans des fichiers YAML dans le projet. Il va falloir respecter des normes au niveau du stockage de l'agent, j'en parlerai tout à l'heure. Et après, on va pouvoir déclarer l'agent et aussi installer l'agent sur le cluster. À partir de là, on va retrouver un peu le même système que tout à l'heure, c'est-à-dire que dans le menu Kubernetes, on va avoir la notion d'agent, voir son état de connexion, donc voir clairement si le lien avec votre cluster est OK. Et on peut même voir l'historique sur la partie basse pour voir quand est-ce que ça a été fait. Depuis la version du mois dernier, on peut directement supprimer l'agent par l'interface graphique, ce qui n'était pas possible avant. Et c'est là où l'aspect GitOps est intéressant. C'est que là, l'agent va vraiment surveiller chaque commit. Et derrière, il va appliquer la description YAML qu'on lui aura soumis ou demandé d'enregistrer. Ce qui veut dire que là, on ne va pas avoir de pipeline GitLab qui vont tourner pour que notre application soit mise à jour. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment sympa et assez rapide à faire. Derrière, ça va nous permettre quoi d'autre? Ça va vraiment nous permettre de créer un lien entre nos pipelines, cette fois-ci, et le cluster. Donc, c'est ce qu'eux appellent le tunnel CI/CD, où on verra qu'à partir d'un cube contexte qui ne contient absolument aucune information, aucune version de cube contexte que vous pouvez avoir sur vos postes, mais directement l'agent. Vu que l'agent est connecté à votre cluster, le fait de le mentionner va vous permettre de faire des choses comme par exemple vérifier l'état des pods. Bon, c'est une commande pareil, un peu toute bête, mais c'est pour montrer cet avantage de tunnel CI/CD qui est quand même très plaisant, et pour faire des actions sur le cluster, on n'a pas besoin de refaire pas mal de configurations. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un agent en cours d'évolution. Déjà, ça peut se voir parce qu'il y a des articles sur le blog de GitLab qui commencent à arriver régulièrement de la part de leurs ingénieurs ou autres rôles de GitLab. Et leur volonté, c'est vraiment de fournir en fait une solution clé en main. Un peu comme en 2019, j'avais créé mon cluster à partir de la solution certificat. Ils ont vraiment cette option, donc là, c'est vraiment quelque chose en cours. La roadmap, elle est même dispo ici, sur cette adresse-là, où on voit que voilà, ça bouge dans tous les sens, et que potentiellement, aujourd'hui, 22 jours de livraison, ils ont livré. Et donc, il y aura peut-être des petites modifications.
Donc à partir de là, petite démo. Donc, je recoupe. Et je vois qu'il y a pas mal de questions qui sont arrivées. Je vais vous montrer peut-être à la fin. Ouais, peut-être que le fait de montrer la démo va permettre de répondre à des questions. Alors, juste dézoome un peu, c'est là. Donc là, ce projet, je l'ai initié à partir du coup du template. Je vais vous montrer où il est. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de créer des nouveaux projets avec des templates, mais c'est tout simple. N'hésitez pas à me dire si je clique trop vite, vu ma performance de mon réseau, on ne sait jamais. On peut passer par là, création d'un template. Donc là, on peut faire plein de choses. Je ne sais pas si vous hébergez des sites statiques dessus, mais on peut faire plein de choses. Là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette partie-là, le GitLab Cluster Management. Donc si on regarde une preview rapidement, on va voir qu'on a un panel d'applications qui sont disponibles ici. Je vous montrerai sur mon projet, avec le Helm file déjà initié et un exemple de GitLab CI qui est fait. Vous voyez qu'il y a des merge requests d'il y a une semaine. C'est qu'il a bougé. Donc ce projet, si on va le regarder là. Donc je me répète, mais cette façon-là, GitLab préconise dans leur doc de vraiment d'avoir un projet qui gère la création du cluster et une autre qui gère l'application. Ça va être important. Et ça va se voir vite fait. En fait, quand on va créer l'agent, il faudrait absolument respecter cette organisation .gitlab, agent avec un S, et derrière, c'est le nom de votre agent. Donc là, j'ai appelé agent K, dans lequel j'ai un fichier config.yaml, donc je suis obligé aussi, pareil, d'avoir ce nom-là, parce que derrière, ça va être important pour la conf de l'agent. Dans ce fichier, on va avoir du coup une partie GitOps où on va expliquer, détailler la liste des manifestes utilisés. Donc là, moi, dans ce cas-là, j'ai décidé d'avoir uniquement un seul fichier qui va contenir des informations. C'est mon deploy.yaml qui est ici. Je vais donner un nom de manifeste par défaut que je vais retrouver sur mon cluster. Je vais même regarder ce qui est dessus. On verra par la suite. Donc là, voilà, il n'y a pas grand-chose dessus. Et derrière, on va lui donner l'identifiant de notre projet. Donc, il faut bien mettre son user ou alors l'enchaînement des organisations, sous-organisations de votre projet et le nom de votre projet. Et derrière, ce qui est important, et je vais revenir avec mon histoire de multi-projets, c'est qu'on peut définir des accès. C'est-à-dire qu'on peut imaginer des fichiers YAML pour la création d'éléments, d'infrastructures, où uniquement des personnes sont habilitées, des personnes spécifiques. Donc ça, ce serait vraiment pour la configuration de votre projet dédié à la création du cluster et à sa configuration. Et derrière, avoir des comptes, des services accounts GCP qui vont permettre de filtrer un peu et d'éviter de faire des bêtises. Donc en gros, cette partie-là, en tant que Jeanne, si jamais j'essaie de modifier l'architecture de mes applications, ça va m'être refusé. Et ce qui est plutôt pas mal et rassurant pour les devs. Dans mon deploy.yaml, bon, là j'ai mon descripteur YAML de tout à l'heure, c'est exactement le même. Bon, je ne vais pas m'attarder dessus, hein, c'est exactement le même. Et dans le GitLab CI, par défaut, en fait, GitLab fournit ce job, le job apply, qui va permettre en fait de vérifier déjà que votre configuration Helm v2, je crois, est disponible, et d'ensuite appliquer ce fichier helmfile.yaml pour vraiment l'appliquer à chaque commit. Donc là, c'est vraiment la CI, elle va tourner et elle va réappliquer ce fichier-là. Donc moi, je l'ai mis en manuel parce que j'en ai pas besoin, parce que j'ai déjà initié des choses. Mais du coup, dans ce helmfile me fourni par GitLab, on a en fait une description et surtout l'exécution de tous les helmfiles, de toutes les applications disponibles dans le projet par défaut. Donc là, moi, pour avoir uniquement Elastic et Prometheus, j'ai décommenté ce fichier-là. Mais si jamais j'ai besoin de me servir ou si je veux utiliser une autre application, et ben j'ai GitLab le fournit. Donc c'est quand même assez pratique. Ça évite de le faire nous-mêmes. Et c'est sympa. Donc pour chaque application, si par exemple je reprends Prometheus, parce que là-dessus on a dû faire une petite modif, mais pas
pas la plus anodine, on va dire. On va avoir un Helm file qui va vraiment définir quelle charte Helm on va aller chercher, quel est le namespace. Donc GitLab, par défaut, met toutes les applications de ce type dans ce namespace et inclut le fichier value.yaml qui, elle, contient des variables qu'on peut définir. J'avoue que moi, là-dessus, j'ai laissé par défaut. On a uniquement modifié cette partie qui, je pense, sera corrigée un jour parce qu'en gros, on n'avait pas accès à notre serveur Prometheus alors qu'on en a besoin. J'en parlerai tout à l'heure. Donc là, effectivement, si on modifie le fichier value, en fait, quand on va l'appliquer, la modification va bien être apportée sur le cluster et nous permettre de répondre à notre besoin. Je garde ça, je vais aller là. Donc là, si on retourne sur la partie Kubernetes Cluster, donc je vais retourner sur la partie agent. Et là, j'ai triché un petit peu, j'ai créé l'agent tout à l'heure. Depuis hier soir, il y a des petites erreurs qui apparaissent quand on essaie de créer l'agent. L'interface graphique, elle est très simple. En fait, on va créer un agent, on va se connecter avec un agent. Bon, là, il a détecté que tout était pris, mais en fait, il va sniffer le répertoire .gitlab.agent et vous proposer quel est l'agent que vous voulez connecter. Donc là, j'ai que l'agent K qui est disponible, comme il est déjà installé. Et en fait, il ne me propose pas une deuxième fois. Et là, on voit qu'il n'est pas connecté. Pourquoi? En fait, quand on va créer l'agent, il va nous donner une commande Docker pour installer l'agent. Donc c'est là où ça se défend. Cette solution-là, voilà. Voilà, c'est là où c'est un peu étonnant de leur part d'avoir une installation à la main à faire. Je pense que ça va bouger. Donc en gros, je vais installer l'agent et là, ça va se passer vite. C'est qu'ici, normalement, il va me le détecter. Voilà. Et là, ça va vite derrière, ça commence à bouger. Pourquoi? Parce que dans la configuration de mon agent, je lui dis de vérifier le fichier deploy.yaml. Et le deploy.yaml, en fait, prend ce fichier. Donc là, vu que l'agent c'est fait, il récupère la conf. Et derrière, il va aller déployer du coup notre stack. Et à partir de là, on voit que tout tourne. Si on se dit, un réplica, c'est bien, 3, c'est mieux parce que j'ai besoin de demande. Alors je commit sur master, je sais, c'est pas bien. Mais c'est pour la démo. Donc là, le fait de committer, je vais aller voir ma CI/CD. J'ai rien qui tourne. Enfin, j'ai un pipeline qui tourne, mais il est skippé, donc il n'y a aucun job qui a lancé. Par contre, là, on voit directement que j'ai 3 réplicas de mon application qui est disponible. Donc, je n'ai pas de CI/CD qui a tourné. Et derrière, ça a été quand même super rapidement. Et c'est quand même quelque chose de plutôt sympa, en fait, entre le moment où on a commité sur une branche, donc la master pour le prod, et notre manip. Donc là, on voit que l'agent, c'est vraiment, vraiment sympa. Et si on revient sur l'aspect CI/CD tunnel, en fait, on voit que voilà, à partir de mon cube contexte que je définis, que je veux prendre mon agent K, derrière, j'ai simplement à faire prendre une image kubectl, récupérer cette config avec un extend, par exemple, et faire ma manip. Et là, en fait, mon pipeline me sortirait ce genre de choses. Et par exemple, pareil, j'ai déployé des secrets, donc j'ai effectué mes actions avec du tunnel CI/CD. Et c'est quelque chose qui est quand même plutôt sympa. Alors, les petites choses qui ne sont pas terminées, c'est-à-dire que dans la partie environnement, là, j'ai plus la notion d'état de mes pods par rapport à tout à l'heure. Je pense qu'ils vont bouger. Je n'ai pas lu toute la roadmap. Il y a tellement de choses que je n'ai pas tout lu. Et par contre, dans la partie monitoring, cette fois-ci, la partie métrique va marcher par rapport à tout à l'heure. Alors, je vais reprendre ce dashboard où, en fait, là, on va pouvoir voir. Alors, je vais attendre un peu. La liste de tous nos pods disponibles. Donc là, on voit que j'ai des agents GitLab, j'ai des API démo, etc. Je vais reprendre Prometheus qui lui tourne depuis hier. Et à partir de là, on voit que les données chargent. Et là, je commence à avoir pas mal de métriques qui arrivent sur uniquement ce pod. Donc on voit sa consommation CPU, la consommation niveau mémoire, côté réseau, etc. Donc là, on voit que par rapport à tout à l'heure, la partie métrique fonctionne quand même mieux et fonctionne déjà. Comment ça a été mis en place? C'est tout simplement par rapport au load balancer qu'on a positionné sur Prometheus, qu'on a renseigné dans la configuration du projet, dans la partie monitoring, là, qui est là, donc c'est quand même plutôt simple. Derrière, c'est pareil. Là, les logs ne marchent pas. Pourquoi? Je ne sais pas, d'ailleurs. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous avez suivi, en décembre 2020,
GitLab a racheté Opstrace, une solution de log, j'imagine. Et en fait, ils vont faire des choses dessus. Donc là, c'est encore quelque chose à venir. Et voilà. Là, dans cette partie, on voit qu'il y a deux nouvelles icônes que je n'avais jamais fait attention. Donc, c'est peut-être du nouveau. Donc, je ne peux pas vous en parler plus. Mais voilà. Donc là, pour les autres parties, c'est pareil. Ils font des liens avec d'autres applications, Sentry, etc., qu'on peut voir dans les applications. C'est-à-dire que si jamais vous voulez non pas vous baser sur la solution Sentry en mode SaaS, vous pouvez, avec ce fichier-là, configurer un Sentry sur votre cluster pour avoir votre Sentry que vous gérez vous-même et faire le lien et que vos erreurs remontent directement dans la partie monitoring, ce qui peut être aussi super sympa. Je vois l'heure qui tourne. On va revenir sur les slides pour terminer et répondre aux questions. Hop là. Donc, si on résume un peu tout ce que vous venez de voir, il faut vraiment avoir la notion que la connexion par certificat n'est pas quelque chose à commencer. Il faut remettre de côté. Je pense qu'actuellement, les projets qui utilisent cette façon il n'y a pas de régression. Ça m'étonnerait. Après, il faut quand même se méfier. La solution de Kubernetes Agent Service, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment sympa. Vraiment dans la tendance GitOps, on voit qu'on n'a pas de CI, ce n'est pas nous qui poussons, c'est l'agent qui surveille notre projet. Bon, vous l'avez vu, il y a encore pas mal de choses à faire. Une solution clé en main, ça serait vraiment top. Je ne sais pas quand l'échéance de cette action est prévue, mais c'est quand même quelque chose de super sympa. Et que le tunnel CI/CD est vraiment simple à mettre en place et permet d'éviter de perdre du temps avec de la configuration de pipeline. Au niveau de la configuration de vos tâches pipeline, donc c'est quelque chose de très sympa. Je vous conseille d'aller essayer ça tout de suite. Merci de votre attention. Donc là, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. Tu veux que je les lise comme ça. Allez. Alors, la première question donc, de Julien, est-ce que tout ça, c'est valable pour l'ensemble des versions de GitLab, Cloud, Community Edition, Enterprise Edition? Ouais, alors là, j'ai fait les tests sur la version gratuite sur gitlab.com. Donc, si c'est dispo là, c'est dispo sur les autres versions. Normalement. Du coup, là, tu as déjà répondu, mais on pourrait répéter. Donc, Florian posait la question, est-ce que le lien entre GitLab et notre cluster, si GitLab est lui-même installé sur notre cluster? Donc, est-ce qu'on peut faire le lien, gérer un cluster Kubernetes depuis l'intérieur du cluster Kubernetes, en fait, la question. Donc, oui, en fait, ce que tu as montré, en fait, c'est que c'est un agent, et on peut très bien avoir un agent installé, et en même temps, faire tourner GitLab dessus. C'est possible. Par contre, attention... Voilà, c'est plus côté Kubernetes, faites attention en mettant tout dans le même cluster, s'il crash votre cluster, vous avez tout perdu. Donc, faire attention à ça. La même question de Manuel, du coup, l'agent peut tourner sur un cluster dédié ou doit être installé sur chaque cluster sur lequel on veut l'utiliser? Voilà, là, j'ai pas essayé, mais si on veut plusieurs clusters, il faut vraiment que l'agent soit déclaré sur chaque cluster. Ça, j'ai pas essayé, c'est vraiment un truc que je voudrais pousser un peu. Mais c'est ce qu'ils préconisent, c'est ce qu'ils indiquent sur la doc, donc je pense que c'est largement possible. En fait, l'idée d'installer un agent dans un cluster Kubernetes, c'est de rendre disponible une API supplémentaire en fait, sur le cluster, et du coup, l'agent qui est à l'intérieur du cluster va pouvoir interagir avec l'API de Kubernetes en interne. Donc, mitiger un peu les problèmes de sécurité qu'on a quand on veut communiquer depuis l'extérieur. Donc, c'est pour ça aussi qu'on va l'installer dans chacun des clusters. C'est pas que GitLab, d'ailleurs, qui a ce fonctionnement-là. Par exemple, si vous avez entendu parler de Rancher, Rancher va faire ce même principe d'installer un agent par cluster pour gérer en fait chaque cluster Kubernetes. Il faut vraiment le voir en fait comme un ajout d'API dans un cluster Kubernetes pour après que derrière un produit puisse faire l'intégration comme a montré Jean-Philippe. Il y a eu des questions par rapport au coût de tout ça, et effectivement, alors là je vais me permettre de répondre, Kubernetes, effectivement, si vous voulez le faire tourner sur un cloud provider, quel qu'il soit, il y aura forcément un coût à un moment ou à un autre. Il y a du free tier, il y a effectivement, vous avez cité Scaleway, OVH, etc. Il y a des offres peut-être moins chères. Après, l'idée, c'est si on fait tourner Kubernetes en tant que plateforme, effectivement, il va falloir derrière que le coût rapporte de l'autre côté de l'argent. Donc, généralement, si vous mettez en place Kubernetes, effectivement, c'est pas
c'est pas pour des applications gratuites. Clairement, il y a ça. Et j'ai mis dans le chat, hein, si vous voulez tester Kubernetes, en fait, vous pouvez très bien le faire sur votre poste. Il n'y a pas besoin de dépendre d'un cloud provider pour le faire. Un cluster peut se mettre en place très facilement. Donc là, on est plus sur une problématique de Kubernetes, hein, globalement. GitLab, par contre, il faut savoir que GitLab.com, quand vous avez des repositories sur GitLab.com, vous avez, alors là, c'est pas d'intégration avec Kubernetes, hein, mais vous avez des runners GitLab, vous avez un free tier, je ne sais plus combien de temps gratuitement il y a, Jean-Philippe. C'est 400 minutes, je crois. Ouais. Voilà, par mois, ça doit être ça, 400 minutes par mois ou par semaine, je ne sais plus. Ouais. Non, par mois. Voilà, par mois, voilà, Mais là, on ne parle pas d'intégration avec Kubernetes, hein, c'est juste le fait d'avoir des runners qui tournent gratuitement. Justement, pour la démo, souvent quand on fait des démos sur GitHub.com avec la version gratuite, on se dit, est-ce que, à force de tester mes pipelines, j'aurai assez de quotas gratuits pour les démos? Et justement, là, avec l'agent, comme on a vu tout à l'heure, il n'y a pas de CI. Donc, pour le moment, quand vous committez, vous n'avez pas à vous poser la question de est-ce que ça va me coûter de l'argent de déployer sur ma prod? Non, en fait, ça ne compte pas. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui peut intervenir aussi pour quand on regarde le budget. Petite question de David, du coup, est-ce qu'on peut utiliser K3S? Oui, ça... K3S, Minikube, Kin, tout ça, c'est des distributions de Kubernetes qui permettent d'avoir des petits clusters. K3S, même des clusters pas petits, même. C'est possible, ça reste l'API Kubernetes derrière, et donc après, GitLab ne verra pas de différence. C'est juste l'outil que vous allez utiliser pour mettre en place. Donc, à moins qu'il y ait une distribution Kubernetes un peu spéciale, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de compatibilité. Une autre question de David, du coup, c'est le template bouge beaucoup très souvent. Est-il possible de bénéficier des updates, donc sans devoir tout supprimer et reconstruire? Là, je sais pas. Pour moi, ils font les modifs sur leur repo. Je crois pas qu'il existe de synchro entre des projets issus de templates et des templates. Donc, je pense qu'il faut suivre les releases. Pour le moment, il n'y a pas encore l'article, je crois pas, de leur modif de release. Mais si on voit que l'agent a bougé, il faut regarder. Ce qui peut être un peu étonnant à faire si on en a beaucoup, je sais. Mais ça reste quand même, c'est surtout Jean-Philippe qui a regardé, hein, mais ayant vu préparer tout ça, ça reste quand même effectivement quelque chose de très mouvant. Pour l'instant, il n'y a pas encore vraiment de stabilité sur la manière de faire, donc juste se dire ça va se mettre à jour sans peine. Voilà. Et la question de Thomas, du coup, qui est un peu la même, hein, est-ce que, Jean-Philippe, est-ce que tu as des exemples de migration, de passer du certificat à l'agent? Est-ce que tu en as? Est-ce que tu as eu des retours? Non. Alors ça, cette technique-là, en fait, je l'ai découvert en préparant le talk. J'ai vu qu'ils allaient préparer des docs de migration. Parce qu'effectivement, entre la solution certificat qui du coup générait des choses sur votre cluster et cette technique d'agent, je ne sais pas comment ça va se passer parce que il va vraiment falloir que le Helm file associé par exemple à Prometheus, si on parle juste de Prometheus, soit bien d'équerre avec l'instance Prometheus qui a été déclarée et créée par la connexion avec le certificat. En théorie, les annotations sont les mêmes, mais bon, ça ce n'est que mon avis, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais c'est prévu qu'ils fassent une doc, en tout cas. Souvent, un GitLab, ce qu'ils proposent, c'est même si la compatibilité n'est pas forcément assurée, il y a au moins la doc pour passer d'une version à une autre. Je ne l'ai pas fait pour celle-là, mais pour d'autres, effectivement, il y avait ça. Une autre question, plus côté Kubernetes, du coup, de Julien, à partir de quand Kube est un bon choix? Donc, par exemple, au bout de combien d'applis, etc. Pour faire très très court, Kubernetes, l'idée c'est de gérer les choses à l'échelle, donc avec un nombre assez important. Donc effectivement, si vous avez juste un site, je suis le premier à vouloir utiliser Kubernetes, mais voilà, il faut mettre en adéquation le coût et ce que ça vous rapporte. Donc, après, c'est plus ça qui va manager votre choix. C'est plus un facteur de coût. Thomas, si on n'a pas de CI avec l'agent, comment se font les actions de vérification sur le code? Ligne sécu. Oui, d'accord. Ok, la question c'est, comme tu avais montré, en fait, tu peux très bien avoir une synchronisation en fait entre ton agent GitLab qui est déployé sur Kubernetes, alors que ta CI n'a pas encore tourné. Du coup, ce serait quoi la réponse à ça? Là, après, c'est de la configuration de pipeline.
Là j'ai committé directement sur master. Voilà. Je pense qu'il doit y avoir une option pour choisir la branche qui va activer l'agent. Exactement. Ouais, ça c'est pareil, le GitOps en fait veut pas dire qu'on supprime toute vérification. En fait, le GitOps, généralement on va configurer plusieurs choses. Comme dit Jean-Philippe, là en fait on n'a rien configuré, donc c'est la branche main qui va être prise en compte. Et si on fait un commit dessus, voilà. Mais si on va avoir un pattern plus de merge request, on peut très bien imaginer une merge request où potentiellement ça va être déployé automatiquement, mais sur un environnement particulier. Les tests passent, etc. Voilà. Et si tout est OK, ça merge sur main. Et là, effectivement, la synchronisation va se faire automatiquement sur votre cluster. Donc après, c'est une question de pattern à mettre en place. Il faut juste se dire que l'aspect GitOps va juste remplacer la partie déploiement. Ça ne va pas du tout remettre en cause toute la partie lintage, test, packaging, etc. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais je n'en vois pas d'autres. Dans le chat, j'en ai vu une de Tancred, je ne sais pas si vous l'avez passée. Ah oui, c'est par rapport à Rancher, c'est ça? Non, c'était quoi? C'est ça, oui, exactement. Oui, alors après, on l'a fait très 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 courte ici, mais il y a Rancher, en fait, il y a Rancher 1, il y a Rancher 2, et c'est des produits qui n'ont rien à voir. Donc, bon, après, je ne connais pas votre cas, par exemple, à Tancred, mais non, c'est François, pardon, qui disait de ne pas utiliser Rancher. Là, il faut voir les contextes un par un. Il faut juste savoir qu'il y a Rancher 1 et Rancher 2, c'est deux produits qui n'ont rien à voir, et donc c'est même pas les mêmes mécanismes. Enfin voilà, après, ça peut être le sujet d'une présentation entière, effectivement, de parler de Rancher. Peut-être pour une prochaine fois. On ne sait jamais. Est-ce que c'est bon pour les questions? Tout le monde a posé ses questions. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Bon, super. Merci beaucoup, en tout cas, à vous deux pour la présentation, Jean-Philippe et Eric. J'ai l'impression que ça a bien plu, que ça a beaucoup intéressé. Il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'interactions dans le chat tout le long. N'hésitez pas, en tout cas, si ça vous a plu, à aller jeter un coup d'œil sur le site maltacademy.com. Vous allez trouver d'autres Malt Academy sur des sujets tech, mais aussi d'autres sujets variés. Et si ça vous intéresse de faire comme Eric et Jean-Philippe, n'hésitez pas à aller sur ce site et à indiquer que vous souhaiteriez devenir également intervenant. Et puis, si vous avez loupé le début de la Malt Academy, vous allez recevoir un lien avec le replay de cette Malt Academy. Donc, n'hésitez pas à la regarder encore et encore. Et merci encore à vous, Jean-Philippe et Eric, pour la présentation. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et merci pour votre participation. Bonne journée. Merci, bonne journée.